Les partenariats publics-privés. Comment offrir de meilleures infrastructures pour les services publics? Les étapes d'un processus PPP, de l'identification d'un projet à la phase d'exploitation. Bonjour, je m'appelle Edward Farquharson. Je travaille au Centre européen d'expertise en PPP de la Banque européenne d'investissement. Je vais vous présenter les étapes à suivre pour mener un projet de sa conception à la phase de prestation de services. On désigne ce processus comme le cycle de projet. Il s'agit essentiellement d'une sorte de schéma qui peut s'appliquer à tous les types de PPP et qui vise à aider un gouvernement à réfléchir aux besoins et à identifier les mesures à prendre par la personne publique et à quel moment. Ce processus peut se subdiviser en 4 grandes étapes. La phase d'identification du projet, la phase préparatoire approfondie, la phase de passation du marché et, enfin, la phase de mise en œuvre du projet. L'un des avantages d'une approche par étapes est qu'elle permet d'introduire des points de contrôle de qualité tout au long du processus. Cela permet par exemple de s'assurer que des vérifications ont été faites en amont sur la capacité juridique du partenaire public à passer un contrat. Il faut éviter que vous soyez confronté à ce genre de problème une fois le processus engagé. En général, l'autorité responsable de la fourniture du service public demandé sera aux commandes de la totalité du processus. Mais dans certains pays, les étapes de préparation et de commande peuvent être confiées à une entité publique spécialisée. Des cellules PPP peuvent également jouer un rôle important de support technique ou de contrôle de qualité pendant le processus. Dans le cadre de ces différentes étapes, il peut être utile d'avoir un tableau de bord récapitulant les principaux objectifs visés pour s'assurer, tout au long du processus, qu'ils sont bien respectés. Il existe 5 points clés, ou plutôt 5 questions récurrentes, que l'on doit se poser aux différentes étapes du processus et du cycle de projet. Le premier consiste à s'assurer que l'on est toujours en mesure de satisfaire le besoin essentiel qui a fait naître le projet. Le projet est-il toujours justifié d'un point de vue économique? Le projet est-il toujours justifié d'un point de vue commercial? Avons-nous toujours les moyens de le financer? Avons-nous toujours les capacités de gérer le processus? La réalisation d'un objectif se répercute souvent sur un autre. Imaginons que les coûts attendus évoluent pendant le processus et qu'ils augmentent. Le projet reste-t-il réalisable financièrement? Dans la négative, faudra-t-il réduire le périmètre d'intervention du projet? Mais alors, parviendrons-nous encore à satisfaire les besoins sous-jacents? C'est l'un des intérêts intrinsèques de cette approche que d'envisager comme un tout les principaux objectifs de manière à préserver l'équilibre entre eux. Penchons-nous maintenant davantage sur les différentes phases du cycle. La première étape, l'étape essentielle, vise à s'assurer que le projet est justifié. J'ai participé au lancement de projets sanitaires en Amérique latine, correctement mis en place et bien gérés. Mais faute d'incitation à recourir aux services hospitaliers, les installations n'ont finalement pas été assez utilisées. Il serait fâcheux de remettre en cause la nécessité du projet une fois qu'il est lancé. Une fois l'objectif identifié, il faut définir les étapes pour l'atteindre. Il s'agira donc en général d'étudier la faisabilité de différentes options d'un point de vue technique, environnemental ou juridique. Il faudra aussi s'intéresser aux coûts et aux avantages de chacune d'elles, et pas seulement en termes financiers. Mais cela peut être difficile à quantifier. Vous devrez également identifier les risques associés à chaque option, pour voir par exemple si le projet dépend d'un autre mis en œuvre parallèlement. Le cas du métro de Sao Paulo est intéressant à cet égard, puisque le PPP relatif au matériel roulant était étroitement dépendant d'un projet distinct, mais connexe de travaux publics qui avaient fait l'objet d'un marché public classique. Des pays comme la Corée, le Chili, l'Irlande ou le Royaume-Uni ont une grande habitude de ce type d'évaluation économique des projets. Cette analyse des options, comme on l'appelle, est un moyen efficace de s'assurer que différentes approches sont envisagées, qu'un large éventail d'approches est pris en compte et que la décision portant sur l'option finalement retenue est la conclusion d'un processus rigoureux. C'est là une première étape cruciale pour un PPP
puisque celui-ci ne réussira que si le projet qui le sous-entend a du sens. J'insiste sur ce point. En fait, la décision de se lancer ou non dans un projet est celle qui prime avant tout. La question de savoir s'il s'agira d'un PPP vient après, au moment de décider du type de commande publique. Souvent, la décision d'opter pour un PPP intervient trop tôt. L'étape suivante consistera donc en un examen initial du projet, pour voir si la conclusion d'un PPP se justifie. Les pouvoirs publics recourent souvent à des listes de contrôle, ou doivent respecter des règles restreignant le recours au PPP à certains secteurs, ceux pour lesquels l'expérience d'autres pays confirme que le PPP est un schéma efficace. À ce stade, il s'agira forcément d'un examen général, puisqu'il ne sert à rien de dépenser de l'argent pour une évaluation approfondie si les chances que cela débouche sur un PPP sont limitées. Les points à prendre en compte dans cet examen rappellent fortement les 5 étapes dont je viens de parler. Première chose, en tant que PPP, le projet sera-t-il financièrement réalisable? Les usagers seront-ils en mesure de payer ce service? L'autorité aura-t-elle le budget pour respecter ses obligations de paiement sur toute la durée de vie du contrat de PPP? Deuxièmement, le PPP sera-t-il viable commercialement? Étant donné les risques qui seront transférés au secteur privé, les prêteurs et les investisseurs seront-ils disposés à financer le projet? L'appel d'offres intéressera-t-il un nombre suffisant de soumissionnaires de qualité? Des critères d'appel d'offres solides pourront-ils être maintenus? Les exigences de performance pour le secteur privé sont-elles faciles à exprimer contractuellement? Sont-elles réalistes? Je me souviens du Laboratoire national de physique au Royaume-Uni, l'un des tout premiers PPP dans ce pays, où les conditions posées en termes de résultats se sont finalement révélées trop contraignantes pour être respectées, ce qui a mené à abandonner le projet. La voie du PPP est-elle justifiée économiquement? Elle peut sembler raisonnable d'un point de vue bancaire ou financier, sans pour autant offrir un meilleur rapport coût-avantage qu'un marché public classique. Peut-on envisager d'autres modes de passation pour mener à bien le projet? La question de fond ici est de savoir si l'opérateur privé est en mesure de mieux gérer les risques inhérents au projet qu'un opérateur public et si les avantages d'une solution privée l'emporteront sur les coûts de l'élaboration du projet sous un schéma PPP et du financement associé. Et puis, dispose-t-on des compétences et des ressources nécessaires pour faire aboutir ce projet en tant que PPP? Enfin, les besoins fondamentaux du projet seront-ils satisfaits? À ce stade, vous pouvez prévoir une phase d'approbation parce que vous serez sans doute amené à prendre une décision concernant l'engagement ou non d'un volume important de ressources pour préparer, concevoir et évaluer ce projet en tant que PPP. Supposons que ce projet soit a priori un bon candidat pour un PPP. L'étape suivante, celle de la préparation, consistera à étudier les points que je viens d'évoquer, mais avec plus de précision. Elle s'intéressera aussi dans les détails à la forme du contrat PPP, aux conditions contractuelles, au rôle du partenaire privé, aux normes de service et aux mécanismes de paiement impliqués. Elle consistera aussi à préparer la phase de passation du marché, c'est-à-dire la préparation des documents nécessaires, des informations pour les éventuels soumissionnaires, la définition des critères de sélection appliqués aux offres. Ces activités, notamment d'évaluation et de conception du schéma PPP adéquat, interagiront sans doute les unes sur les autres. Il s'agit donc à ce stade d'un processus hautement itératif. Le but est de bien se préparer pour le lancement du processus d'appel d'offres PPP. À ce stade, l'un des aspects probablement les plus importants est de ne pas oublier qu'il s'agit d'un processus exigeant et complexe d'un point de vue technique. La première chose à faire consiste donc à réunir l'équipe idéale. Elle aura un rôle défini, des responsabilités et des pouvoirs clairement établis. Cela peut impliquer d'embaucher et de gérer des conseillers ou des experts techniques privés pour aider la puissance publique à mener à bien ce travail. Les cellules PPP auront ici le rôle clé d'aider les autorités à gérer les conseillers et à mener à bien le projet. L'issue de cette phase est critique du point de vue du contrôle de qualité, puisqu'il s'agit de vérifier si le projet est prêt pour être soumis au marché. S'il se justifie, si tout est bien en place, s'il pourra susciter une réaction positive du marché, s'il répondra aux besoins initiaux et si l'équipe est prête à gérer l'étape suivante.
Au stade de la passation de marché, il s'agit de s'assurer que le processus est solide, transparent et concurrentiel. On peut prévoir ici une phase initiale de sensibilisation du marché. Puis, il y aura le lancement officiel du processus de passation, qui débouchera sur la signature d'un engagement de long terme avec le partenaire privé ayant soumis la meilleure offre. Le dernier contrôle, au cours de cette étape, consiste en fait à s'assurer que le projet répond toujours aux besoins, que le projet est justifié, rentable et qu'il reste réalisable. Et il s'agira de confirmer que l'autorité publique en charge du projet est capable de gérer l'étape suivante et la phase finale du cycle du projet, à savoir la gestion du contrat. Cette étape finale, la phase de la mise en œuvre, constitue probablement entre 80 et 90% de la vie d'un projet. Étonnamment, c'est souvent la moins bien planifiée ou budgétée de toutes. La gestion d'un projet PPP n'est pas une activité passive. Elle peut impliquer des paiements en fonction de la performance, qui doivent être déboursés et gérés, sans oublier le fait que les risques inhérents doivent être examinés et surveillés. Il faut gérer les aspects de communication et d'information et les inévitables changements. Tout cela peut ou non avoir été prévu dans le contrat. En général, les évaluations interviennent 12 à 18 mois après le démarrage des opérations. Il est donc important de définir les critères d'évaluation et qui effectuera cet examen. Un contrat bien pensé recensera en général par ailleurs les informations nécessaires pour cette évaluation. Pour conclure, je dirais que le cycle de projet permet d'avoir une approche systématique des étapes à suivre et de s'interroger au moment adéquat lorsqu'on décide du schéma PPP et qu'on le met en œuvre. Le secret réside en fait dans la qualité des projets et de la gestion du processus. J'espère vous avoir donné un aperçu utile, bien qu'assez bref, d'un processus de PPP ou, du moins, une idée de ce à quoi il faut s'attendre.